votre fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette édition. Les titres, c'est dans un instant. Dans l'actualité ce soir, retour sur les manifestations qui ont rythmé la matinée de ce vendredi. Forces de l'ordre et étudiants se sont affrontés. Les étudiants fustigent le traitement réservé à leur leader Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, dont le lieu de résidence est dans une zone de turbulence à chacune de ses interpellations. Malgré que le calme soit revenu à la cité Keur Gorgui, eh bien, ses voisins se plaignent et disent leur ras-le-bol de subir les dégâts collatéraux de ses positions politiques. Sit-in du groupe Walfadjri, la démission de Babacar Diagne réclamée par les participants à la manifestation. La coupure du signal de la télévision est interprétée par les agents de la boîte comme un musellement de la presse. Et puis à 3 jours de la célébration du 143e appel du mardi, la communauté laïenne se mobilise. Le ministère de l'Intérieur a abrité la réunion nationale en prélude à la préparation de l'événement. Yoff et Cambérène, les deux sites du pèlerinage, ont subi un retoilettage pour l'accueil des fidèles. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité, ce soir, cet accident mortel à hauteur de Colonna. Une voiture clando de type R21 s'est renversée, faisant un mort sur le coup, mais aussi 3 blessés graves. La victime répond au nom de Aramnian. Elle était élève au collège numéro 1 du campement de la commune de Richard Toll. Son corps a été déposé à la morgue du centre de santé de Richard Toll. La voiture présentait des défauts mécaniques selon les premiers éléments de l'enquête. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. À la une de l'actualité également, je vous l'annonçais donc tout de suite en titre, ces affrontements entre la police et les étudiants au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants qui militent au sein du parti PASTEF fustigent le traitement réservé par la police à leur leader Ousmane Sonko. Des jets de pierre et des gaz lacrymogènes ont ainsi rythmé la matinée et fait des dégâts sur la route menant à l'université. Le compte-rendu est signé par Faraning et Diafaraba. Vive tension à l'université, des pierres jonchent la route, des détonations de gaz lacrymogènes résonnent aux alentours de l'UCAD, ralentissant du coup le trafic sur cette avenue. Un mouvement d'humeur dû à la journée d'hier. Les étudiants du parti PASTEF déplorent le traitement réservé hier à leur leader Ousmane Sonko par les forces de l'ordre. Ils réclament aussi la libération d'un des leurs arrêtés hier lors des manifestations. Du haut de leur habitation, les étudiants lancent des pierres car la police a encadré toutes les issues. Les forces de l'ordre ont déployé des moyens conséquents pour faire face aux étudiants très mécontents du déroulement de la journée d'hier après le renvoi du procès de diffamation qui oppose Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. Retour sur les manifestations qui ont éclaté hier lors de l'interpellation d'Ousmane Sonko. Le calme est revenu dans son quartier, le quartier de la cité Keur Gorgui, un quartier réputé calme, résidentiel et qui vit un tourbillon à chacune de ses interpellations. Les rues sont quadrillées à chaque sortie d'Ousmane Sonko, une situation déplorée par les habitants. Leur cohabitation avec le leader de PASTEF est devenue, d'après leur déclaration, un très lourd fardeau. Le reportage est signé Habib Faye et Diafaraba. Cité Keur Gorgui, un quartier réputé calme, comme dans un tourbillon, perd sa quiétude ces derniers jours. Les rues sont quadrillées à chaque sortie d'Ousmane Sonko. Une situation que fustigent les habitants de la cité. Ça fait très mal parce que pour venir à ton boulot, souvent on te dit passe par là, on te détourne là, vraiment, ça c'est pas intéressant aussi. Les habitants d'ici ne sont pas trop à l'aise. Parce que tu sais, quand se lever un bon matin et voir des hommes détenus devant la porte de ta maison, vraiment c'est très gênant. Mais c'est ça le problème. Mais nos enfants sont traumatisés. Nous avons de petits-enfants, des gosses qui ont 10 ans, 13 ans, etc. Mais ils sont traumatisés quand il s'agit d'aller à l'école, de traverser les barrières de police, d'entendre des fois les grenades tonner, etc. Mais c'est extraordinaire. Notre école se trouve pas loin d'ici.
ils ont dit que il y avait des lacrymogènes qui ont été lancés dans la cour, en fait. Et c'est ça qui est dangereux, parce qu'il y avait des élèves qui étaient gazés un peu. Après la journée d'hier, le calme est revenu dans ce quartier résidentiel. Mais force est de constater que les populations sont dans le désarroi à chaque annonce d'une manifestation. Si Ousmane Sonko habitait par exemple à Fass ou bien à Pikine, ça sera pareil. Ils vont cadrer là-bas. Certains d'entre eux estiment qu'il faut mettre en place des jalons pour permettre à la cité de retrouver son calme. Avec certains riverains, une rencontre pour essayer de mettre en place une association pour défendre les intérêts des riverains, n'est-ce pas, dans ce quartier-là. Bon, il va falloir trouver une solution par rapport à ça. C'est soit M. Sonko qui déménage ou qu'il faut qu'on trouve une solution. Les mouvements d'humeur et autres manifestations plongent les habitants de la cité Keur Gorgui dans l'inquiétude. À chaque fois, accéder chez soi devient un exercice fatidique pour ces populations. Et face à la tension qui sévit au sein de l'espace politique, le président de la plateforme des acteurs non étatiques réagit. Il invite au respect des valeurs républicaines. Il appelle également ses collègues de la société civile à plus de neutralité pour pouvoir jouer le rôle de médiateur et éviter, selon lui, le chaos qui guetterait le pays. Malik Diop était l'invité de la matinale de TFM. Je vous propose de l'écouter au micro de Chérif Dia. C'est qu'il faut qu'on arrive à avoir une attitude de partie prenante. Et tout le monde est logé, soit tu es pour ou tu es contre. Soit tu es dans un cas ou dans un autre. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la parole d'une troisième voie, en termes d'équidistance, affaisse tout le travail de médiation et de la société civile. Nous sommes actuellement dans un environnement d'anormalité, où l'anormalité est érigée en règle. La normalité voudrait que dans un pays, si la Cour des comptes fasse son rapport, que les cours sociaux, ça ne devait pas faire un débat. Si un citoyen est convoqué par le tribunal, il devait s'y rendre sans poser de problème. Un président de la République qui a 2 mandats, il doit faire ses 2 mandats et s'en aller. Et ça ne devait pas faire un problème. Mais je pense qu'on joue avec le feu. Allez, parlons à présent du sit-in des agents du groupe Walfadjri. Ils réclament la démission du directeur du CNRA, Babacar Diagne. Des membres de la société civile, des personnalités politiques, des journalistes sont venus apporter leur soutien aux membres du groupe. Tous dénoncent les agissements du Conseil national de régulation. Pour les agents du groupe Walfadjri, la coupure du signal est un nouveau signe de musellement de la presse. La manifestation prévue devant le CNRA, vous le savez, a été interdite par le préfet, mais les agents de Walf prévoient de manifester d'une autre manière. Aminata Mbaresso, Moudou Diop ont pris part à leur mouvement d'humeur. Reportage. La devanture du groupe Walfadjri pris d'assaut par des sympathisants, un rassemblement pour dénoncer la coupure du signal du groupe Walfadjri par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. La raison qui est avancée aujourd'hui, le prétexte qui est avancé par Babacar Diagne pour expliquer la suspension du signal, c'est de nous dire que nous avons montré en direct des affrontements entre des jeunes Sénégalais et les forces de l'ordre. Mais ça, c'est notre travail. C'est notre travail. Notre travail, c'est faire de l'information. C'est pas de construire des armoires. Notre travail, c'est pas de construire des véhicules. Notre travail, c'est pas de faire de la communication. Notre travail, c'est de faire de l'information. Tout autour du présidium, des agents du groupe, mais aussi des acteurs de l'espace politique, tous dénoncent les agissements du directeur général du CNRA. Le constat est que depuis que Macky Sall est arrivé au pouvoir, il cherche à museler l'information, à museler les presses, à museler les organes de presse. C'est peine perdue, parce que sans la presse, la démocratie ne peut pas. Il y a un faillon manquant. C'est pour lancer un signal aux autorités, en commençant par le président de la République, pour leur dire qu'il s'agisse de Walfadjri, qu'il s'agisse de la TFM, qu'il s'agisse de CNTV, qu'il s'agisse de la 2S, qu'il s'agisse de la RTS ou de quelconque autre média du Sénégal, dire au président de la République qu'il y a une urgence aujourd'hui de respecter les libertés des Sénégalais. Les journalistes ont aussi répondu à l'appel de leurs collègues
Pape Alé Niang et d'autres alertent sur les dangers. J'aurais pu comprendre qu'on arrête l'émission, mais couper le signal d'une télévision pendant 7 jours, je trouve que c'est excessif. Nous posons une question simple à M. Babacar Diagne. Pourquoi la RTS n'est pas régulée comme les médias privés? Parce que nous constatons malheureusement que sur la RTS, l'opposition ne se prononce jamais. Outre ce rassemblement, un sitting devant le Conseil national de régulation suivi d'une marche était prévu le samedi. Une demande d'autorisation finalement rejetée par le préfet de Dakar. Moustapha Diop et ses collègues prévoient de manifester leur colère contre le CNRA d'une autre manière. Et après, l'actualité religieuse à présent avec le Magal de Kazu Rajab célébré ce 18 février. Cette journée est perpétuée en commémoration de la venue au monde de l'Haj Serigne Mohamedou Falilou Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Serigne Fallou Mbacké est aussi deuxième khalife de Serigne Touba de 1945 à 1968. Et pour ce qui est de la tradition de la célébration du Kazu Rajab, eh bien, elle remonte aux années 60, précisément en 1963. Aujourd'hui, cette célébration qui a fini par se perpétuer a pris de l'ampleur. La cité religieuse de Touba a refusé du monde aujourd'hui. En effet, des fidèles viennent de partout à travers le Sénégal et même hors des territoires pour communier et participer à la célébration de cette journée commémorative. Serigne Mohamedou Falilou Mbacké s'est particulièrement investi pour le développement de la cité religieuse Touba. C'est sous son khalifa que d'importants travaux de lotissement, d'électrification de la cité et d'amélioration des infrastructures existantes ont été réalisés. Et de Topat, nous passons à Yoff et Cambérène. C'est pour vous parler bien entendu de la célébration de l'appel du mardi dans le cadre de la préparation du 143e appel de Seydina Limamou Laye, prévu en début de semaine à Yoff. Une réunion nationale consacrée à l'événement a été organisée et abritée par le ministère de l'Intérieur. La paix a été prônée par les dignitaires religieux présents qui n'ont d'ailleurs pas manqué de magnifier le travail de l'État. Fatou Bintou Conté. L'appel à la paix a été au cœur de la discussion lors de la réunion nationale sur la préparation du 143e appel de Seydina Limamou Laye. Les dignitaires et politiques se sont accordés pour une paix durable au Sénégal. Seydina Limamou Laye a toujours prôné la paix. C'est pourquoi ici où il a habité, il l'a surnommé Jàmm Laye. Actuellement, jàmm dañ koy xewal ñun. La paix doit être éternelle, mais ici au Sénégal, la paix est périodique et est destinée à une catégorie de personnes. Alors que nous sommes 17 millions de Sénégalais, est-ce normal qu'une portion de Sénégalais doit avoir la paix? La paix doit être pour tous les Sénégalais. Qui sera préservé selon le ministre de l'Intérieur pour le bien-être des Sénégalais. Nous vivons dans un monde trouble en Afrique et partout ailleurs. Il est donc très utile à ces occasions et surtout en lien avec le thème qui a été choisi cette année de rappeler qu'il ne peut pas y avoir de développement sans paix. La paix est à la base de tout. Cette réunion a été aussi une occasion pour la communauté laïenne de soulever les différents problèmes liés à l'organisation. Les accréditations pour les véhicules à Yoff doivent être diminuées car il y a trop de voitures le jour de l'appel. Nous demandons aussi que l'avenue Seydina Issa Laye soit bien curée par l'ONAS. L'avenue Seydina Issa Laye, c'est un problème apparent qui dépasse la... Des solutions seront vite trouvées d'ici samedi, veille de l'appel, rassure le ministre de l'Intérieur. Laata samedi, il faut que l'engagement nous respecte. D'ici samedi, il faut que tous les travaux soient terminés. Avant que les invités n'arrivent, tout doit être fin prêt. Développement est le thème retenu cette année pour ce 43e appel de Hadjibo Laye pour dire que ces deux notions vont de pair et qu'il n'y peut y avoir de développement sans paix.
Merci Fat Bintou Conté à Diamalaï. Justement, tout est fin prêt pour l'accueil des fidèles lors du 143e appel de Seydina Limam Moulaye. L'association de ses petits-fils distribue des dons à l'endroit des familles religieuses, mais aussi à l'endroit des démunis. D'un autre côté, les commerçants sur place se disent prêts pour la préparation de l'appel qui est prévu donc les 21 et 22 février sur les sites de Cambérène, Ngor et Yoff. Le point avec Abdoulaye Diop. Ce véhicule transporte des denrées alimentaires destinées aux familles laïennes et aux démunis. C'est une œuvre d'une association des petits-fils de Mame Limam Moulaye qui s'active dans le social pour aider les talibés à la préparation de l'appel. Durant 2008-2023, l'activité est souvent préparée 15 jours ou un mois avant l'appel. Et cela depuis 2008. En 2023, on sait que la situation est difficile pour tout le monde. C'est pourquoi nous organisons ces dons aux familles démunies. Aux alentours de la mosquée, des commerçants s'y installent comme cette dame venue de Saint-Louis. Elle vend des marchandises et accessoires destinés aux talibés. pour appel bi tout blanc gis nga ko nii ñëpp moom pare nañ pour appel bi si la ma gis ndax koo wax. Et partout les gens se préparent car l'appel est primordial. Les gens sortent même si on sait que la vie est chère. Tout juste derrière elle se trouve une centaine de bœufs et quelques chameaux, un don offert aux familles laïennes et leurs invités. C'est un don que notre père dédié aux familles laïennes. C'est plus de 100 bœufs et les chameaux aussi. On en a beaucoup. Le 143e appel des laïennes est prévu ce 21 et 22 février 2023. Et nous restons toujours avec la préparation de l'appel du 143e appel du mardi. La direction générale du cadre de vie n'a pas lésiné sur les moyens pour son implication. Elle a entrepris de désencombrer les artères des communes de Yoff et de Cambérène. Et pour les détails, suivons les explications d'Abdourahmane Pam. Il est directeur de la lutte contre les encombrements. Il est au micro de Layane. En prélude du 143e appel LAN, la direction générale du cadre de vie a déployé de gros moyens humains et matériels donc a vu de procéder au désencombrement des deux communes, donc de Cambérène et de Yoff. Donc on a pu enlever là-bas plusieurs milliers de tables des vendeurs à la sauvette et autres, près de 20 épaves de véhicules. On avait engagé 14 plateaux, 2 fourchettes et un camion, plutôt une pelle mécanique et 7 camions bennes. Mis à part les forces de l'ordre qui assurent la sécurité générale, nous aussi nous avons notre partition parce que quand les trottoirs sont encombrés, les piétons sont obligés de marcher sur la chaussée et cela pourrait occasionner des accidents de la circulation. Et pour finir avec l'actualité religieuse, l'inauguration de la grande mosquée de Grand Dakar de Marsassoum. Les imams et chefs religieux du Djassing ont profité de l'occasion pour appeler les leaders politiques à plus de responsabilités. Ils invitent la justice à la neutralité et la jeunesse à la prise de conscience. Le point avec Bakary Konté. En marge de la cérémonie d'inauguration de cette grande mosquée de Grand Dakar de Marsassoum, les imams et chefs religieux du Djassi qui ont pris la parole sont largement revenus sur la stabilité du pays. Tous invitent les politiciens à plus de personnalité et de responsabilité. C'est le cri du cœur de tout le monde aujourd'hui. Tous les chefs religieux, hommes politiques, société civile, nous tous nous sommes interpellés. Parce que le pays nous appartient à tous. Nous avons le devoir, on a le devoir de sauvegarder la paix. On a le devoir de parler quand même pour la stabilité du pays. C'est le plus important aujourd'hui. Sans la paix, rien ne peut se faire. Nous nous demandons tout simplement
que les dirigeants de ces pays, que ce soit le président, les leaders politiques, et les oppositions, comme partis civils, société civile, je veux dire, tout le monde puisse conjuguer le même verbe. Il réclame la neutralité de la justice. La justice aussi, ça veut tout simplement dire la justice est là pour tout le monde. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Donc la loi doit être égale à tout le monde. Égale à tout le monde. Si aujourd'hui, le parti au pouvoir, comme le parti opposant, il y a quelqu'un qui a fauté, pour moi, ce qui est devoir de faire pour les juges et les magistrats, de dire à celui qui n'a pas raison. C'est ça qui est important, c'est ça qui amène l'instabilité dans le pays. Il demande à la jeunesse à plus de conscience. Les jeunes, ils sont emportés parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont emportés peut-être par l'amour. Mais moi je demande aux jeunes de garder le calme. Ces imams et chefs religieux invitent les deux parties au dialogue afin que la paix revienne au Sénégal. Allez, une information qui s'adresse à présent aux professionnels et aux spécialistes du digital et du numérique. Le saviez-vous? Le groupe Onyx s'implante au Sénégal avec un projet de construction d'un centre de données. L'objectif est de participer au rayonnement du numérique, mais aussi de digitaliser tous les services au niveau de l'administration sénégalaise. Ce projet est estimé à plus de 4 milliards de francs CFA. Son lancement officiel s'est déroulé en présence des autorités sénégalaises. Le compte rendu est signé Moussa Mané. Onyx, leader dans la construction et l'exploitation de centres de données, a signé un partenariat avec le groupe La Colombe pour la construction du CLS Data Center, carrière neutrale au Sénégal. Parmi les 91 data centers en Afrique, 55 sont situés en Afrique du Sud. Cela signifie que pour le reste de l'Afrique, le manque est là. Et les études montrent qu'il nous faut encore 1000 MW de compute power, donc de data center pour le stockage, pour pouvoir satisfaire les besoins en termes de stockage et de souveraineté des données pour le continent africain. Ce nouveau centre de données sera construit aux Almadies sur une superficie de 600 m². L'objectif est de digitaliser tout ce qui est service au niveau de l'administration sénégalaise. On parle dans ce pays de digitaliser tout ce qui est service au niveau des mairies, des communes, mais aussi au niveau médical. Donc on parle d'avoir un dossier médical qui soit disponible au niveau de chaque hôpital pour les différents patients. La problématique de la souveraineté numérique constitue une préoccupation capitale pour le gouvernement du Sénégal. Mesdames et messieurs, ces données sont devenues un élément clé de notre économie moderne. Le stockage et leur traitement efficace sont essentiels pour la croissance et le développement de notre pays. À travers ce projet estimé à plus de 4 milliards de francs CFA, Onyx Data Center est fier de participer au rayonnement de l'économie sénégalaise par la création d'emplois directs et indirects. Allant des développeurs aux administrateurs réseau et systèmes, sur toute la chaîne IT, vous aurez de nouveaux emplois qui vont être disponibles et parce que le marché en a besoin. Ce data center de dernière génération est également construit pour garantir une efficacité énergétique maximale, mais aussi pour consommer principalement des énergies renouvelables. Allez, nous abordons le volet culture de ce journal pour vous intéresser à l'exposition Bessa, qui veut dire en langue évé du Togo, incantation ou lémou en wolof du plasticien togolais Daté Kodjo Amouzou. 33 toiles pour matérialiser les incantations, ces récitations rituelles de mots ou de sons censés avoir un effet magique. Daté Kodjo a axé son travail sur l'utilisation de ces formules pour demander un sortilège. Ce peintre et sculpteur basé au Togo, dont les œuvres ont été exposées à l'échelle nationale, était cette fois-ci à la Galerie nationale de Dakar. Et lorsqu'on parle culture, c'est toujours avec Ibou Diouf. Il est artiste togolais et c'est la première fois qu'il expose ses œuvres hors de son pays, 33 toiles, dans cet espace de la Galerie nationale pour parler de Bessa. Bessa,
en langue évé qui veut dire en Wolof, on dit lemo. Et en anglais ou bien en français, on dit incantation. Lemo, vous parlez du verbe, de la parole, de la force de la parole sur notre vie. Tout ce qu'on veut, c'est la parole qui nous le donne. Et dans cette expo, c'est le lemo seulement qu'on a fait voyager sur 33 toiles, Bessa ou l'incantation. Donc toutes les toiles particulièrement abordent la thématique d'une certaine manière ou d'une autre. Bessa comme incantation et des toiles pour matérialiser cette conception spirituelle. Je suis quelqu'un qui m'exprime par la couleur d'abord, parce que je dis souvent que la palette de moi, mes couleurs, c'est l'arc-en-ciel. Et j'utilise toutes les couleurs pour travailler, je me sens à l'aise en m'exprimant avec la couleur, la gaieté, la beauté de la nature. Moi, je l'exprime ou bien je l'interprète par les couleurs en fait. Pour Date Kodjo Amouzou, cette collection est pour lui une manière de révéler l'invisible, presque inaccessible pour le commun des mortels. Je travaille beaucoup plus sur tout ce qui est vivre ensemble, cohésion sociale, spiritualité. Dans mes œuvres surtout, j'aime beaucoup plus parler de tout ce qui est spirituel. Et je trouve que c'est l'essence en fait de mon travail en fait. Par ses expressions picturales vers sa spiritualité poétique et thérapeutique, Date Kodjo Amouzou interroge son imaginaire. 33 œuvres pour parler de Bessa, lemo ou incantation en français. C'est parti pour le sport et on démarre avec du football féminin, les barrages de la Coupe du Monde. Les Lions du Sénégal affrontent Haïti cette nuit à 1h du matin. L'entraîneur salue l'état d'esprit du groupe. Mamoussa Cissé se montre tout de même inquiet par rapport à l'état physique des expatriés. Nous l'écoutons. L'état d'esprit est bon, hein. C'est des gens qui ont l'habitude de vivre ensemble, qui ont fait la CAN pour la plupart ensemble. Donc ils avaient vraiment envie de se retrouver pour partager cette grande expérience. Bon, pour moi, entraîneur, la problématique c'est que je les retrouve juste à 48 heures de la compétition. On a juste eu une séance d'entraînement pour pouvoir faire des réglages. Maintenant, ce qui m'inquiétait un peu, c'est avec quel état physique elle allait revenir parce que le voyage il est long. Elles ont joué dimanche. Bon, maintenant, nous, on avait des idées par rapport à notre groupe. On a des certitudes parce que le groupe qui était là déjà est un groupe qui a travaillé avec nous ici pendant 10 jours. Et c'est quasiment ce groupe-là qui a joué le tournoi de l'UFOA. Donc on va avoir des certitudes par rapport à ça. Et celles qui vont venir en fonction de leur compétitivité, on verra celles qui sont capables d'apporter une plus-value à l'équipe. Et puis pour terminer le sport, parlons du démarrage ce dimanche de la CAN U20 en Égypte. Le Sénégal, logé dans le groupe B, jouera son premier match face au Nigeria, recordman de la compétition en titre. Les autres adversaires sont l'Égypte et le Mozambique. Présentation de notre groupe avec Chertian Diao. Le Nigeria sera le premier adversaire des Lions du Sénégal. Un gros morceau en perspective pour les protégés de Malik Daf. Les Flying Eagles, comme on les surnomme, sont les recordman de cette compétition avec 7 titres de champion d'Afrique. Une équipe qui a également été 2 fois finaliste de la Coupe du Monde U20 de la FIFA. L'autre gros morceau de la poule du Sénégal est l'Égypte. Le pays organisateur a gagné cette compétition à 4 reprises, 1981, 1991, 2003 et 2013. Les jeunes pharaons voudront rééditer l'exploit à la maison. L'autre adversaire du Sénégal est le Mozambique. Les jeunes Osman Bass joueront le match d'ouverture face à Ali. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Un journal que vous pourrez revoir en replay sur toutes nos plateformes digitales. Ne bougez surtout pas. Tout de suite, retrouvez la grande Binta Diallo. Pour la suite du Soir d'Info, elle reçoit tout de suite Monsieur Tidiane Sarr, premier vice-président d'Optique. Voilà, vous savez tout ou presque. Restez bien connectés. Excellente suite.